Parlons un peu de commerce intrabranche et de commerce interbranche. Alors, l'émergence du commerce intrabranche a favorisé beaucoup le commerce international. Donc, lorsque vous avez, par exemple, aux États-Unis, okay, des producteurs automobiles qui font fabriquer des pièces au Mexique, par exemple, au Mexique. Okay. Et donc, ils vont importer des carburateurs, exemple, ou des choses comme ça, assembler ça dans l'auto et après ça, exporter des voitures. Et donc, ceci génère du commerce à l'intérieur de la même branche, c'est-à-dire la branche de l'automobile se commerce entre elles. Des fois, c'est la même entreprise, c'est-à-dire qu'elle a cette entreprise-là là, a une branche, là, une base là, de production de pièces ici. Et cette branche de production-là exporte, si on veut, ou envoie des pièces aux fabricants automobiles ici, qui fait l'assemblage et réexporte par la suite. Et donc, l'émergence de spécialisation et d'économie d'échelle, donc produire beaucoup d'une chose spécifique, là, a favorisé l'émergence de commerce intrabranche. Et c'est beaucoup entre les pays riches, entre les pays industrialisés, ce genre de commerce-là. Okay? Le commerce interbranche, donc je vous envoie des voitures, vous m'envoyez des ordinateurs, par exemple, ce n'est pas du tout la même branche. Alors ça, c'est des commerces de branches différentes, ou évidemment encore plus extrêmes. Je vous envoie des ordinateurs et vous m'envoyez des bananes. C'est complètement différent. Et donc ça, c'est des commerces intrabranches. C'est plus basé sur justement les coûts de renonciation, les avantages comparatifs, tandis que le commerce intrabranche, à l'intérieur de la même branche, va être plus basé sur les économies d'échelle et la spécialisation à l'intérieur de certaines pièces, et même des fois les incitatifs fiscaux là, entre les différentes juridictions. Okay? Et les talents et la disponibilité du capital humain, puis des compétences des travailleurs et tout ça entre les juridictions de production. Donc, le commerce intrabranche génère évidemment beaucoup de volume de commerce entre les pays. Et une chose qui est importante à comprendre, c'est ceci. Supposons justement qu'il y a eu, je ne sais pas moi, 15 000 de pièces importées ici, là. Et après ça, une voiture est exportée pour 20 000 OK, à un autre pays. Et un autre, peu importe c'est lequel, mettons que c'est le Canada. Okay, bon, le Canada est au nord, mais peu importe. Donc, le Canada importe. Et là, le Canada, pour le moment, semble avoir un déficit commercial, et ça, c'est très important de le noter, semble avoir un déficit commercial de 20 000 avec les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il importe quelque chose de 20 000 et donc il doit, si on veut, 20 000 donc on appelle ça un déficit commercial de 20 000 Mais vraiment, quel est son déficit commercial avec les États-Unis? C'est 5 000, n'est-ce pas? Les États-Unis, là, il y a 15 000 des 20 000 qui ont été créés en termes de valeur au Mexique. Et les États-Unis ont ajouté 5 000 de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris. Parce que les États-Unis commercent, comme on le sait, beaucoup avec la Chine. Et la Chine, quelque chose qui est moins connu, c'est qu'ils importent beaucoup. Et donc, si la Chine importe pour 100 de quelque chose et le transforme en 110 par exemple de l'Allemagne, okay, elle a vraiment ajouté juste 10 de valeur. Donc, les États-Unis ont l'air d'avoir un déficit commercial de 110 avec la Chine ici, mais dans le fond, leur vrai déficit commercial est de 10 seulement. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, et justement, les États-Unis ont beaucoup plus, via la Chine et de façon directe aussi, mais entre autres via la Chine, ils ont beaucoup plus de déficits commerciaux avec l'Allemagne et le Japon qu'avec la Chine. Parce que la Chine importe aussi des choses du Japon, fait de l'assemblage et réexporte. Et donc, certains pays semblent avoir un gros déficit commercial avec un pays spécifique, là, par exemple la Chine, mais en fait, il faudrait faire le suivi des valeurs ajoutées. Et lorsqu'on fait le suivi des valeurs ajoutées, c'est ici que ça se passe vraiment. Okay? Donc là, ici, la même chose, le même phénomène. Et donc, ça change complètement les déficits commerciaux, puis l'idée des comptes courants, puis ces choses-là entre les pays.
Et donc, ça peut mener à des erreurs de politique commerciale, n'est-ce pas? Même des fois, par exemple, les États-Unis peuvent imposer des tarifs douaniers à la Chine et ça fait mal à sa propre économie parce que ses producteurs importent des pièces de la Chine et d'autres trucs là, intermédiaires de la Chine. Et donc, ça augmente les coûts de production ici. Et c'est pas bon pour personne. T'sais. Et donc, ces politiques-là sont parfois mal avisées, très souvent d'ailleurs, pas toujours, mais souvent mal avisées, parce qu'il y a une incompréhension de la lecture adéquate des fameux déficits commerciaux. Okay? Donc voilà, maintenant, un autre mythe qui vient de sauter.